Donc, je vais vous parler de tango argentin, bien sûr, et de l'analyse que j'ai faite à partir de mon propre vécu et de mes diverses formations pour en avoir une certaine compréhension, une certaine lecture, très commune à celle de la plupart d'entre vous, peut-être si vous êtes des danseurs, et puis aussi comment je l'ai transformé pour en faire un matériel soit pédagogique, soit psychothérapique. Avant de poursuivre, je voudrais savoir si vous êtes des danseurs ou pas des danseurs. Donc, qui est danseur? Alors, qui n'est pas danseur? Notre photographe. Bon, alors, c'est parfait parce que c'est justement du tango des danseurs dont je vais parler et pas du tango des spectateurs. Parce que très souvent, les spectateurs de milonga, des danseurs ont tout un vocabulaire très imagé, très caricatural sur le tango, le machisme, bon, enfin bref, tous les poncifs, la sensualité, la sexualité, enfin tout ça. Alors moi, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ce que les gens qui n'ont jamais essayé disent, ce qu'ils projettent en voyant les danseurs de tango. Moi, je m'intéresse et j'ai travaillé et fait mes recherches à partir du vécu des danseurs de tango, des sensations et de notre vécu intérieur et des pensées que ça suscite en chacun d'entre nous, sachant qu'il y a des grandes lignes qui sont communes, bien sûr, parce qu'on est tous des êtres humains, mais que quand même, c'est toujours singulier, parce que sur cette terre, et on le sait particulièrement dans le tango, il n'y a pas deux personnes identiques, même des jumeaux. Et donc dans le tango, on le sait bien quand on danse, la rencontre n'est jamais la même, selon le partenaire, selon le moment, selon la musique, et même avec le même partenaire à différents moments, ça n'est jamais pareil. Voilà, donc je suis partie de cette observation donc du tango de l'intérieur, du vécu. Et puis j'ai observé, comme nous tous, je crois, que le tango c'était une danse, enfin plus qu'une danse, un dispositif, j'ai envie de dire, un dispositif social de jeu. C'est un jeu de société où on va de telle heure à telle heure. Et puis il se passe plein de choses très intenses qui suscitent des enjeux relationnels et psychologiques très importants. Quand on va à la milonga, il se passe énormément de choses très puissantes, affectivement, avec beaucoup d'enjeux. Et ce qu'il y a, c'est qu'on garde ça pour soi. Tout ce qu'on ressent, la plupart du temps, on n'en parle pas. Par exemple, quand on va danser avec quelqu'un, on a des sensations positives ou négatives. Enfin, c'est jamais neutre, hein. Les sensations du tango, vous le savez, c'est jamais neutre. Donc on a un vécu, des éprouvés, comme on dit en psychologie, et on ne les partage pas, sauf, de mon expérience, avec ses voisines de milonga. C'est-à-dire qu'on se dit avec ses voisines de milonga des choses incroyablement intimes sur ce qu'on vient de vivre dans la danse avec tel ou tel partenaire. Je vous vois sourire. C'est arrivé il y a 10 minutes. Ah bon? Mais comment tu le sais? Avec les voisins peut-être aussi. Alors entre voisins, alors je ne sais pas les hommes entre eux, mais en général les femmes s'assoient les unes à côté des autres et se disent des choses incroyablement intimes sur ce qui vient de se passer avec leur partenaire. Et enfin moi je sais que mon vécu c'est que où que je sois dans le monde entier, ça a toujours été comme ça. Bon, moi naturellement les gens me racontent leur vie, ça c'est, j'y peux rien. C'était déjà quelque chose depuis toute petite que j'ai professionnalisé, mais voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui parlent spontanément et des gens qui écoutent. Et vraiment cette expérience du vécu de se raconter ce qui se passe à la milonga, c'est quelque chose d'extrêmement particulier que je ne connais pas dans d'autres cadres de jeu, hein, de jeu social. Voilà.
Donc c'est aussi le passage du mouvement dans la danse à se poser sur une chaise ou aller au bar et prendre un verre, mais je crois que se poser sur une chaise, on arrête de bouger et du coup on se remet à penser. Il y a quelque chose comme ça. Parce que quand on est dans la danse, en principe, on pense moins parce qu'on est très concentré. On est dans un état quasi méditatif quand ça se passe bien, quand on est vraiment dans la danse. C'est comme une transe méditative qu'on partage avec notre partenaire, dans le meilleur des cas, quand on s'écoute vraiment et qu'on est là dans l'instant, dans le mouvement, dans la musique, et qu'on partage avec tous les autres, parce que nous sommes tous pris dans le même rythme de groupe avec la musique. Et donc c'est cette transe collective et individuelle qu'on peut ressentir, c'est aussi quelque chose qu'on peut ressentir dans d'autres bals, mais c'est moins méditatif. Dans le tango, c'est très méditatif. Voilà, donc je crois qu'il y a le temps pour danser, pour ressentir, pour être là dans la danse, et puis le temps pour se poser et se dire mais c'est incroyable ce que j'ai vécu là, ou c'était terrible ce que j'ai vécu là, en positif ou en négatif, et que ça c'est tellement intense pour tout le monde que bien souvent on a du mal à s'empêcher de papoter pour échanger avec la première oreille à côté de nous ce qu'on a vécu, et voilà, jusqu'à la prochaine invitation et à la prochaine tanda qui va nous faire ressentir des nouvelles choses encore toujours différentes. Voilà, alors aujourd'hui j'ai choisi d'orienter mon propos, je l'ai intitulé « De l'autothérapeutique au psychothérapeutique ». Donc, de l'autothérapeutique, pourquoi je dis que c'est autothérapeutique? Eh bien parce que je pense que la danse du tango et tout ce qui va avec produit des effets transformateurs, positifs ou négatifs de notre point de vue ou du point de vue des autres. Mais ce qui compte, c'est quand même ce qu'on ressent soi dans notre corps et dans notre être, bien sûr en relation avec les autres, c'est capital, hein. Mais voilà, alors donc en fait il y a des enjeux relationnels, psychorelationnels, extrêmement intenses, et si on continue à danser le tango régulièrement et avec intensité, on ne peut pas échapper au fait de se poser des questions, d'être confronté aux autres, à notre propre fonctionnement et au miroir que nous renvoie l'autre et tous les autres du bal. Alors, pourquoi, enfin, quels sont ces enjeux? Donc je dirais que le premier enjeu, c'est celui de... Alors oui, juste une petite parenthèse, je parle... Enfin, moi j'ai pu faire toute cette recherche parce que j'ai dansé pendant des années le tango à haute dose, c'est-à-dire tous les soirs, dans le monde entier, vraiment l'addiction, comme on dit, tango addict, j'en étais une parmi tous les autres. Et voilà, donc c'est vraiment le fruit d'observation d'un tango à haute dose qui m'a permis de faire ces recherches. Alors, donc l'un des premiers enjeux psychorelationnels, qui n'a rien à voir avec la danse, mais en même temps on ne peut pas y échapper parce que si on n'en passe pas par là, on ne pourra pas danser. Donc je précise que je parle du tango traditionnel codé, avec des codes très forts, et avec l'idée que ces codes sont là, on en fait ce qu'on veut, on les respecte ou on ne les respecte pas, on les transgresse ou on les contourne. Je parle des codes de la Mirada et du KBCO par exemple. Bon, après il y a les codes de circulation dans le bal, par exemple regarder le guideur du couple qui arrive avant de rentrer sur la piste. Bon, ça c'est de la politesse, hein, mais enfin ça fait quand même partie des codes explicite ou implicite du bal, mais enfin la Mirada et le KBCO, c'est quand même le code majeur qui existe, qui fait que le tango est du tango argentin et pas une autre danse où on peut aller chercher les gens en disant tu danses, non, oui. Voilà, alors, donc peut-être dans les petites communautés, ça se passe différemment, quand tout le monde se connaît, qu'on est copains, qu'on peut se dire « ah ben non, pas maintenant », et qu'on sait que l'autre ne va pas le prendre mal.
Par contre, dans les grandes villes ou les lieux un peu sacrés du tango comme à Buenos Aires, c'est hors de question. Même entre amis, quand on est à la Milonga, on ne se dit pas est-ce que tu viens danser ? Ça ne se fait pas. Alors évidemment, on peut transgresser, on peut biaiser, on peut se dire on danse ensemble à la prochaine valse, voilà, des choses comme ça, et on se retrouve, on s'invite, mais personne ne sait de l'extérieur qu'on avait décidé qu'on allait se retrouver pour la prochaine tanda de valse. Je dis ça, c'est un petit exemple anecdotique, hein, mais en tout cas, extérieurement, sous le regard des autres, on ne transgresse pas ces codes et on les assume si on est un danseur de tango dans les règles de l'art. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va au bal de tango ? Eh bien, on s'expose au regard de l'autre, d'abord. On sait qu'on va être vu et qu'on va regarder les autres. Parce que sinon, on ne pourra pas passer à l'étape centrale, qui est celle de la danse. Donc, on est obligé de se confronter à cette fameuse mirada, donc regarder qui nous regarde, et puis ensuite faire son choix, puis demander à l'autre avec le KBCO, le signe de tête, puis le consentement et l'acquiescement, c'est-à-dire oui, je suis d'accord. Hein. Bon, je pense que pour vous, c'est tout ça, vous êtes des danseurs de tango tous, donc je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes. Donc ça, c'est ce que j'appelle une épreuve de réalité majeure, qui est aussi importante sur le plan du changement que ça peut produire en nous, parce que si on n'en passe pas par là, on ne pourra pas danser, en tout cas on ne pourra pas essayer de danser avec qui on veut. Donc, comme vous le savez, dans le meilleur des cas, si les deux veulent danser ensemble, tout est bien dans le meilleur des mondes, on est content, on vous laisse inviter l'un l'autre, mais le plus souvent, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, moi, je veux danser avec telle personne qui ne veut pas danser avec moi et qui en regarde une autre. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler j'emploie des grands mots un peu jargonnants, mais une blessure narcissique quand on n'est pas préparé à recevoir ça, quand on ne s'est pas formé, parce que je pense que c'est une formation, à recevoir le désir de l'autre qui serait « non, je n'ai pas envie de danser avec toi maintenant ». Ou toujours, parce que ça peut arriver aussi qu'il y a certains danseurs, danseuses qui ne veulent jamais danser avec certains autres danseurs. Voilà, alors donc ça c'est quand même un gros morceau, un gros enjeu, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens et comment je négocie avec ça quand l'autre me signifie, alors vous savez qu'en tango, dans l'invitation, on ne dit jamais non, mais dire non, c'est ne pas dire oui. Hein, c'est-à-dire, si je ne fais pas le signe de KBCO, ça veut dire que je n'ai pas dit oui. Donc j'ai dit non, sans dire non. Donc c'est ça qui est extrêmement délicat et extrêmement porteur de liberté, de la liberté de notre propre désir à chacun. Et également, c'est extrêmement égalitaire. Souvent, on entend je ne vais pas me faire inviter si je ne me mets pas là, ou s'il n'y a pas assez de... souvent, les femmes parlent à la forme passive, comme si elles attendaient qu'on les invite. Or, je pense, comme beaucoup, mais je tiens à le redire, que l'invitation du tango est tout à fait égalitaire. C'est-à-dire que si un partenaire me regarde et que je ne le regarde pas, il ne pourra pas m'inviter. Et si je veux danser avec tel partenaire, si je ne le regarde pas, c'est quand même la première des choses pour pouvoir inviter quelqu'un. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a avant la danse qu'il faut apprendre. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut travailler dans les cours. Je sais, pour en avoir parlé très souvent avec des élèves, ou encore la semaine dernière à Toulouse, où j'ai fait une présentation et où j'ai donné des cours, et où les élèves de Toulouse me disaient moi, on n'a jamais parlé dans mes cours de l'invitation, on n'a jamais travaillé ça. Et je pense que c'est indispensable, que ça fait partie de l'apprentissage du tango, sinon on s'en sort très très mal au bal. Sauf si on a d'autres atouts.
Alors évidemment, les autres atouts, vous les connaissez, c'est d'être une belle et jeune femme ou un beau, beau, peut-être moins jeune homme. Voilà, bon, je pense que pour les hommes, c'est un peu plus facile que pour les femmes quand même. Mais en tout cas, pour manifester son désir, nous sommes égalitaires, et pour dire oui et pour dire non aussi. C'est toute la question très à la mode du consentement en ce moment, depuis 2-3 ans. Et donc c'est vraiment un modèle de respect de notre liberté, de montrer notre désir donc pouvant être négatif. Voilà, alors ça c'est ce que j'appelle le premier enjeu, qui est facteur de changement personnel, de développement personnel, parce que par exemple, si je suis timide, et que j'ai très envie de danser et que je suis dans un endroit où il n'y a que les codes qui fonctionnent dans les milongas de Buenos Aires ou les grandes villes, eh bien, soit j'arrête le tango, j'en connais beaucoup qui ont arrêté, ou alors je me pose sur une chaise et j'attends qu'une bonne âme vienne me chercher, mais là, quid de mon désir, c'est-à-dire j'attendrai que quelqu'un vienne me chercher, non, c'est pas très... Enfin, de mon point de vue, ça n'est pas très valorisant. Et donc, si je suis timide, je vais, mon désir de danser étant tellement important, je vais me faire violence pour commencer à regarder les autres et à jouer le jeu de l'invitation. Et je connais beaucoup de gens qui ont témoigné, je les ai vus aussi en milonga, qui ont beaucoup changé par rapport à ça et qui ne sont plus devenus, enfin qui ne sont pas restés des timides, parce qu'ils ont appris à manœuvrer dans cette jungle, on peut dire. Voilà, et si je ne suis pas timide, que je n'ai pas de problème avec ça, eh bien, je me rends compte que finalement je ne suis pas timide, parce que je vois les gens autour de moi qui sont timides, et du coup, ça me donne un point de repère de voir comment fonctionnent les autres. Et alors, c'est comme ça qu'on voit des gens qui prennent encore plus confiance en eux, qui parfois deviennent même arrogants. Et donc, ça donne lieu à plein de développement de traits de personnalité, qui sont ni positifs ni négatifs, ça dépend comment on les vit en fait. Voilà, donc ça c'est déjà, vous voyez, j'ai pas encore parlé de danse, mais rien que ça, il s'agit de se positionner dans le groupe, quand on arrive à la milonga, où je me mets, est-ce que je pense à la place à laquelle je vais m'asseoir ou pas, est-ce que je suis stratégique ou pas, est-ce que je dis bonjour à certaines personnes à l'avance, parce qu'on peut se dire bonjour quand on est 20, mais quand on est 200, on ne se dit pas bonjour, c'est pas possible. Donc est-ce que je vois certaines personnes avec lesquelles je vais vouloir danser, puis je vais leur dire particulièrement bonjour à tout à l'heure. Voilà, ça c'est de la stratégie, je respecte les codes, mais je biaise un peu. Voilà. Donc c'est comment je me place dans un groupe. Donc il faut vous dire aussi que pour moi, la milonga, c'est un concentré de la vraie vie, de tout ce qui se passe dans les relations sociales, dans notre vie en dehors de la milonga, mais que c'est un modèle conceptuel pour penser toutes les interactions à deux et dans un groupe entre les personnes. Et c'est donc ça que j'ai apporté, c'est cette compréhension que dans le bal, on vit tout en concentré, mais que c'est tout ce qui se passe dans la vraie vie, en fait. La vida est una milonga. Vous connaissez cette milonga. Bien, alors, maintenant, je vais vous parler du deuxième enjeu, évidemment, très important et central, même si je pense que l'invitation, c'est... Je dirais qu'on peut être un très très bon danseur si on n'arrive pas à se placer dans le groupe et à inviter, notre technique et notre envie de bien danser, elle restera sur la chaise. C'est ça le problème. Donc je dirais que c'est plus de 50% de tout ce qui est autour de la danse et moins de 50% pour ce qui est de la danse pure. Pour arriver à danser et à se faire sa place dans le bal, à quelle place on prend, quelle place on garde, quelle place on lâche par rapport à la rivalité avec le partenaire, par exemple. Voilà.
Bon, alors j'en arrive à la danse. Donc, dans le meilleur des cas, on a réussi à inviter un partenaire. On ne sait pas si on est son premier choix, son deuxième choix. Dans le meilleur des cas, on a eu le regard direct et on a vu qu'il n'y avait pas eu d'autres interactions avec d'autres partenaires avant. Donc, dans le meilleur des cas, c'est regard direct, KBCO, consentement. Voilà. Et on y va, on est content. Donc, évidemment, quand on invite, on est dans un imaginaire, un peu comme avant d'arriver à la Milonga. On imagine avec désir, avec envie. Personne ne nous force à aller danser. Hein. On fait ça que pour le plaisir. Et donc, quand on a envie de danser avec tel partenaire, eh bien, on imagine une dose de plaisir potentiel. On ne sait pas à quoi ça va ressembler si on n'a jamais dansé avec ce partenaire. Mais l'idée, a priori, c'est qu'on va passer un bon moment, on va passer 10 bonnes minutes avec cette personne. Voilà, alors donc il y a cette rencontre et il y a ce moment d'entrée en corps à corps, donc on ne se parle pas bien sûr, hein, et ce moment d'entrée en corps à corps dans l'abrasso, où là on prend conscience que l'autre, d'abord l'autre est différent de nous. C'est pas le même corps, c'est pas la même chaleur, c'est pas le même tissu, c'est pas la même odeur, c'est pas plein de choses qui sont... Voilà. Non seulement il est différent de nous parce que c'est l'altérité, nous sommes tous différents, mais qu'en plus il est différent de ce que j'avais pu imaginer. Forcément, parce qu'on imagine plein de choses, mais on imagine, on est dans l'imaginaire. Et donc, c'est la deuxième épreuve de réalité. On rentre dans le corps à corps. Et là, eh ben, c'est du vrai, c'est du corps. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'imaginaire, on est dans la négociation, dans l'entrée en contact, la sensation. Qu'est-ce que je ressens? Comment je vais m'ajuster avec ma partenaire? Et comment on va faire pour danser ces 10 minutes ensemble avec l'idée, mais ce n'est pas une évidence, qu'on voudrait que ça se passe pour le mieux. Je dis ça parce que ce n'est pas une évidence. Il y a des partenaires qui peuvent penser qu'ils voudraient que ça se passe comme ça, et pas autrement, par exemple. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a des gens dans la vie qui ont des idées très arrêtées, qui ne se remettent pas en question, et voilà. Donc on peut aussi tomber sur des partenaires comme ça, hommes-femmes, hein, enfin c'est pas genré. Donc, il y a ce moment vraiment de négociation, d'entrée en contact et d'adaptation, d'accordage avec l'autre pour arriver à commencer à faire ce premier pas, ce circuit de communication entre le guideur et la suiveuse. Je dis le guideur et la suiveuse, ça peut être la guideuse et le suiveur. C'est générique. Hein. Pour moi, danser le tango, c'est pas genré, c'est bien sûr selon son orientation sexuelle. On peut préférer danser avec des hommes ou avec des femmes, mais c'est à la portée de tout le monde de guider et de suivre. Les rôles sont différents. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans tout de suite, surtout que, bon, on pourra revenir dessus si vous avez des questions, mais comme je sais que vous êtes tous danseurs, tout ça vous parle, c'est pas comme si je parlais à des non-danseurs. Voilà, alors, donc, pour suivre le fil de ce qui est autothérapeutique, je me rends compte dans une pratique intense et assidue que je ne peux pas prendre mes désirs pour des réalités. C'est ça que nous apprend le tango. Je veux danser avec tel partenaire, ben non, il ne veut pas de moi. Je pensais que cette danse avec tel partenaire se passerait comme ci et comme ça, il avait l'air comme ci, comme ça. Ben non, c'est moi qui pensais qu'il avait l'air que, mais en fait, lui, il est comme il est, il pense ce qu'il veut, il est comme il est, je suis comme je suis, c'est une rencontre. Et ça s'est passé complètement différemment de ce que j'avais projeté. Projeter, c'est la projection. La projection, c'est quelque chose qui fait partie de notre fonctionnement psychique, en fonction de notre histoire, de tout ce qu'on a construit depuis qu'on est né, de nos expériences, qui fait que quand on imagine une situation, on l'imagine par rapport à notre propre histoire.
pas par rapport à celle des autres. Alors évidemment, on a un patrimoine culturel en commun quand on parle la même langue et qu'on a été dans la même école dans un pays donné, on a des points communs culturels, mais n'empêche qu'on est tous des individualités, et ce sont ces individualités qui se rencontrent. Et donc ce que j'imaginais de l'autre et ce que l'autre imaginait de moi, ça n'est pas ça. Et danser le tango, ça nous fait prendre conscience de ça, de l'altérité radicalement différente de nous-mêmes. Et c'est donc, c'est pour ça que je dis que le tango, c'est un miroir de nous-mêmes à travers l'autre et les autres. C'est-à-dire, c'est grâce à l'autre et aux interactions avec l'autre et les autres que je me rends compte de mon propre fonctionnement. Je le savais déjà, mais dans le tango, j'en prends conscience. Voilà. Et donc ça, c'est autothérapeutique, ça nous fait changer spontanément. Et c'est pour ça que beaucoup de danseurs disent « danser le tango, ça change la vie » ou « danser le tango, ça a changé la vie, ma vie ». Voilà. Alors, donc, ça c'est... Je vous brosse les très grandes lignes de ce que j'appelle les pouvoirs transformateurs spontanés du tango, ce qui serait donc autothérapeutique pour les danseurs qui dansent à haute dose. Et donc moi, ce que j'ai rajouté à cette analyse du tango et de l'analyse groupale, de ce qui se passe dans la milonga, dans le groupe et les groupes sociaux où on va pour le plaisir, c'est que dans le tango, ces enjeux psychorelationnels sont très intenses et producteurs d'un discours intérieur. C'est-à-dire que quand je danse, alors quand je papote pas avec mes voisines de milonga, je pense plein de choses, je ressens plein de choses, mais si je le dis pas à mes voisines inconnues ou connues, je me le dis à moi, à l'intérieur de moi-même. C'est le discours intérieur. Et ça ne se partage pas en général. En tout cas, pas avec son partenaire. C'est-à-dire qu'après une danse, on est poli, on dit merci avec un grand sourire, dans le meilleur des cas. Et voilà. Et peut-être aussi, parfois, on peut dire c'était super, c'était bien. Et alors peut-être que l'autre est d'accord, mais on n'en sait rien. Peut-être qu'il va dire ah bah oui, mais qu'il ne le pense pas, on n'en sait rien. Ou peut-être que l'autre va vous dire c'était vraiment très bien, mais que vous pensez que non, c'était pas bien du tout. et voilà. Et donc tout ça, on n'en sait rien, et la politesse veut qu'on ne va pas dire à l'autre c'était pas bien, et qu'on ne s'autorise que à dire que c'était vraiment bien, qu'on aimerait recommencer éventuellement, si on n'est pas trop timide. Voilà. Alors, donc moi, j'ai décidé, ça s'est imposé à moi dans ma pratique, vu mon métier de psychologue psychanalyste, il m'a semblé que ce discours intérieur était tellement important et porteur de tous ces enjeux qu'on ne partage jamais, que ça valait vraiment le coup de les partager, de verbaliser ce qu'il se passe dans la relation du tango. Donc j'ai exploité ça, à la fois dans le cadre pédagogique et dans le cadre psychothérapique. Donc par exemple, pour un cours de tango, outre le fait que je reviens très souvent sur le travail de l'invitation, je propose, comme tout professeur de tango, des séquences à travailler, des exercices, en changement de rôle dès le début, parce que je considère que c'est très important de se mettre du point de vue de l'autre pour comprendre ce qu'on demande à l'autre, toujours dans cette perspective que l'autre, ça n'est pas nous, et que nous, ce qui nous paraît peut-être évident, ne l'est pas pour l'autre. Donc on essaye, ça ne veut pas dire qu'on aime danser forcément l'autre rôle, mais au moins on essaye, voilà, pour comprendre, pour ressentir dans son corps. Et puis surtout, après on en parle. On échange sur ce qu'on a ressenti de la connexion à l'autre. Alors on échange 2 par 2, et puis après on partage dans le grand groupe des élèves, où chacun, enfin il n'y a aucune obligation, hein, mais ceux qui veulent disent nous on a trouvé que, et ils rapportent au grand groupe ce qui s'est dit d'important ou d'intéressant qui pourrait intéresser les autres. Voilà, et ça rend extrêmement humble, c'est-à-dire que quand on écoute le point de vue de l'autre avec empathie et aussi qu'on a essayé de se mettre à sa place, et du coup on dit plus celui-là il danse mal,
il comprend rien, enfin, des choses qu'on peut voir dans certains cours de débutants quand on ne change pas les rôles ou quand on ne parle pas. Et donc évidemment ça crée une ambiance de convivialité et de tolérance très, très appréciable. Voilà. Donc l'autre pan, c'est donc la psychothérapie psychanalytique, évidemment qui est une technique de verbalisation dans ce qu'on appelle... bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, bref, ça serait trop technique. Mais donc, je l'ai appliqué directement à la psychothérapie de groupe en introduisant donc des mouvements relationnels dans la séance. Alors, ça n'est pas du tango, parce qu'il n'est pas question, quand je suis psychanalyste de groupe, que je sois professeur de tango. Je pense que mes patients savent que je suis danseuse et professeure, mais ce n'est pas du tout ça le propos. Le propos, c'est que j'ai ressorti ces enjeux relationnels de l'altérité, de désirer, de montrer son désir, de comment je m'approche, comment je négocie avec l'autre, comment je me sépare, comment j'intègre l'expérience, comment je continue mon chemin. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont les grands propos du tango, finalement, les grands organisateurs du tango, que j'appelle le tango conceptuel, que j'ai donc théorisé, et j'en ai ressorti des propositions en mouvement qui sont liées à ce que les patients disent. C'est-à-dire, je ne vais pas sortir un truc comme ça, sorti du contexte. C'est en fonction de ce que les patients disent dans le groupe au long cours, dans ce qu'on appelle un processus thérapeutique, pris sur des mois, voire des années, que, à un moment, quand ils vont parler de certaines choses, je vais avoir une construction chorégraphique à l'intérieur de... C'est-à-dire, je transforme ce qu'ils disent en mots, en perception kinesthésique, dans mon corps, en sensation corporelle, pour le retransformer en mots autrement et faire des propositions de mouvements interactifs en mouvement dans le groupe. Donc la séance se passe avec une partie verbale comme dans tous les groupes de psychothérapie où les patients parlent entre eux. Pendant ce temps, moi, je construis en fonction de ce que j'entends, évidemment, c'est toute une expérience, ça s'improvise pas. En fonction de ce que j'entends, je construis, je suis à l'écoute de l'inconscient collectif du groupe, l'inconscient groupal, et puis je construis donc des propositions en mouvement interactif qui ont quelque chose à voir avec le thème que je perçois, le thème groupal que je perçois dans le groupe. J'ai encore un petit peu de temps. Bon. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Je mets énormément de précautions. C'est totalement sorti du contexte et ça ne rend pas compte du tout d'un contexte psychothérapique hors du contexte. C'est extrêmement difficile à restituer. Donc, je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est comme ça que ça se passe. C'est juste pour vous donner un petit exemple d'illustration en mouvement relationnel extrait de mon expérience du bal, que je vais vous donner cet exemple. Bon, donc je me répète, c'est extrêmement simplifié et sorti du contexte. Ça n'est pas ça, la tangothérapie psychanalytique, ça n'est pas ça. C'est juste pour vous donner une illustration d'un mouvement. Donc, c'est une époque où ils étaient 8 dans le groupe de tangothérapie psychanalytique. Alors, je précise que ce sont des monsieur et madame tout le monde qui ont juste des problématiques de dépression dont ils n'arrivent pas à se sortir ou de traumatisme qu'ils n'arrivent pas à dépasser. J'ai posé l'indication de tangothérapie psychanalytique pour qu'ils se remettent en mouvement parce que quelque chose était figé en eux. Hein, c'est l'idée de se mettre en mouvement pour débloquer quelque chose par le corporel en interaction avec les autres qui du coup met en action le psychisme. Vous avez tous éprouvé peut-être que quand vous marchez ou quand vous nagez, vous avez des idées qui viennent.
hein, comme les philosophes marcheurs par exemple. Bon, bah, ça part de cette même idée que quand on est en mouvement, ça peut débloquer des images, des réminiscences, des souvenirs. Voilà. Alors donc le groupe, à cette époque-là, il a au moins 7 ans déjà, avec 8 patients réguliers en général et à cette époque-là. Donc ce matin-là, ils sont plus ou moins tous en train de raconter des histoires avec leur patron, leur supérieur hiérarchique, et comment ils ont du mal à défendre leur place, à tenir tête à leur supérieur hiérarchique ou à leurs collègues. Donc c'est ça le thème que moi j'entends dans tout ce qu'ils disent, tous. C'est ça le point commun. Et puis il y a Myriam, une jeune femme très douce et sympathique, qui avait consulté parce qu'elle ne se sentait pas assez heureuse. Elle supposait qu'elle pouvait être plus heureuse dans sa vie que ce qu'elle ressentait. Et donc c'est pour ça qu'elle était venue consulter. Et donc elle dit qu'elle est tétanisée parce qu'elle va retenter pour la énième fois de passer son permis de conduire, qu'elle a déjà raté, je ne sais même plus combien de fois, mais peut-être 10 fois, enfin c'est incroyable, qu'elle est complètement tétanisée, et elle dit tout ce qu'elle peut dire, c'est « je n'ai pas confiance en moi ». Non, avec ça on ne va pas très loin, je n'ai pas confiance en moi. Bon. Et donc pendant qu'ils sont tous en train de parler et qu'elle raconte cette histoire, moi je construis, j'écoute et je construis une séquence chorégraphique. Quand je dis chorégraphique, ça veut dire un mouvement. Ça ne veut pas dire que c'est vous faites 3 pas. Hein, c'est chorégraphique au sens large. Et j'ai l'idée, parce que c'est beaucoup comme ça qu'on travaille en tant que psychanalyste, avec des images qui nous viennent, c'est ce qu'on appelle le transfert qui vient des patients, le contre-transfert qui vient de l'analyste. Donc je suis à l'écoute de mes propres perceptions et je m'imagine en les écoutant rentrer sur une bretelle de périphérique, une bretelle d'autoroute, avec des gens qui y vont, quoi, et vraiment l'idée que, oui, il faut vraiment que je fasse ma place. Comme à la milonga, bien sûr. On arrive quelque part et si on veut danser, il faut faire sa place. Donc je me dis, oui, il faut y aller. Sur cette bretelle d'autoroute, je ressens ça. Il faut vraiment que j'y aille sans aucun doute, sinon ils ne me laisseront pas passer. Donc je trace. Voilà, donc j'ai cette image-là et je construis une proposition avec ça et d'autres souvenirs et images qui me viennent. Et je pense à une proposition, donc en mouvement interactif, où je vais leur proposer donc de déambuler dans la pièce, comme ils veulent, chacun à leur rythme. Alors il y a une musique de tango, toujours, même s'ils ne savent pas danser le tango et qu'on ne danse pas le tango, mais c'est la référence qui montre que c'est ma référence conceptuelle. Et donc j'imagine un point central, par exemple, qui est figuré dans la salle par une ligne sur le lino entre 2 poteaux. Donc je dis que ça c'est le centre. Et ma proposition c'est qu'ils vont devoir déambuler dans la pièce et qu'à mon signal, ils devront toujours passer par le point central que j'ai donc montré dans la pièce, s'éloigner de 2 mètres et revenir par le point central sans jamais s'arrêter. Ça c'est ma consigne. C'est le jeu. Je fais des consignes et après la question c'est que les patients savent avec l'expérience qu'ils vont en parler et qu'on va échanger autour de ça. Donc la consigne, elle peut leur plaire, elle peut ne pas leur plaire, ils ont toute liberté de me dire votre consigne je ne l'aimais pas, et voilà, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, ça c'est ma production à moi, à ce moment-là de la séance, de la mise en mouvement. Donc, pourquoi j'imagine ça? Parce que quand tout le monde veut croiser au même point, on ne peut pas toujours aller à la même vitesse. On est obligé, si vous rentrez comme ça fait comme des 8, hein. Ça fait comme des 8, et vous imaginez 8 personnes, ou 10, ou 12 personnes, qui veulent toutes passer par le même point, mais il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Donc comment on va faire?
pour ne pas s'arrêter et pour passer toujours par le même point. En gros, mon idée, c'est comme sur la bretelle de périphérique, c'est comment j'y vais pour respecter la consigne ou pour faire ce que je veux faire. C'est un peu une métaphore de c'est quelque chose que je voudrais faire, qui est énoncé par moi. Voilà, je veux passer, je veux y aller. Comment je fais avec les autres autour de moi qui veulent la même chose que moi? Comme à la Milonga, je veux danser, tous les autres veulent danser, il y a de la rivalité. Et bien, qu'est-ce que je fais de ça pour parvenir à mes fins? Danser. Voilà. Donc, je fais cette proposition. Alors, je les vois tous en train de... Voilà, ils circulent, il y en a qui sourient, il y en a qui pensent, qui sont très concentrés. Et je vois Myriam qui a l'air triste, qui a l'air repliée sur elle-même. Bon, je ne dis rien évidemment sur ce que je vois, hein, c'est juste, voilà, je constate. Et c'est surtout que les patients vont lui dire, donc ça dure peut-être 2-3 minutes, hein, ben ça dure le temps d'un tango en fait. Alors c'est pas un tango, selon les propositions que je fais, je choisis bien sûr la musique en fonction de, un peu comme un DJ qui choisit l'ambiance qu'il a envie de créer dans la milonga. Et donc les patients commencent à lui dire écoute Myriam, j'étais étonnée parce que je ralentissais pour te laisser passer et en fait tu t'arrêtais, tu passais pas. Il y en a un autre qui lui dit la même chose et encore une autre qui lui dit la même chose. Donc là elle fond en larmes et elle dit c'est exactement, j'ai ressenti comme avec mon moniteur d'auto-école pour passer le permis. Il me dit d'y aller et je ne peux pas y aller. En fait, je ne peux pas prendre ma place. Alors là, je demande, est-ce que ça vous rappelle quelque chose de ne pas pouvoir prendre sa place? Et donc là, elle pleure de plus belle. Et elle raconte ce qu'elle n'avait jamais dit dans le groupe, alors qu'elle était quand même là depuis un moment, qu'elle est la 8e fille d'une fratrie de 8, et qu'elle n'avait jamais sa place dans cette famille, jamais sa place dans la fratrie, que dans sa culture d'origine, en plus, les filles, ça comptait pour du beurre, et que toutes les grandes sœurs avaient toujours tout avant elle, et qu'elle, elle n'avait rien, elle prenait les miettes, quoi, en gros, quasiment au sens propre. Voilà, alors là-dessus, les autres patients associent, comme on dit, sur le fait qu'eux aussi, il y en a une qui va dire « Ah ben moi, on n'était que 2, ma sœur c'est pareil, elle avait toujours la plus grosse part du gâteau, la meilleure place dans la voiture. » Et puis les autres vont associer, comme on dit dans le jargon, pour dire « Ah ben moi, c'est pareil, à l'école, je me faisais harceler. » Et là-dessus, ils sont tous en train de raconter un vécu de harcèlement à l'école quand ils étaient petits. Et c'est quelque chose, ce matériel-là, qui, je vous rappelle, est un exemple tiré du contexte, sorti du contexte, mais permettra quand même de faire tout un travail associatif, mémoriel, de lever du refoulement, comme on dit, avec tous les souvenirs qui émergent, grâce à ce que les autres ont pu renvoyer et ce que ça a pu permettre à chacun de pouvoir verbaliser à partir de cette proposition consigne en mouvement relationnel par rapport à ce qui s'était dit dans la première partie verbale uniquement. Voilà, c'était un petit exemple, voilà, parce que souvent on me demande, et je sais que Serge m'avait déjà demandé de parler un petit peu plus du contenu de mon travail en tant que psychanalyste, donc voilà, un petit éclairage. Ben, écoutez, je pense que là, je vais vous peut-être laisser réagir tout le monde.